sommes environnés de myriades de phénomènes invisibles que nous ignorons. Et ces phénomènes se passent dans le monde éthérique, dans le monde subtil de la matière. C'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo que vous allez maintenant visionner. Le monde invisible est donc peuplé de myriades d'êtres qui appartiennent à de nombreuses familles. Et ces familles font partie des différents niveaux de réalité. Il est difficile de classifier ces familles-là parce qu'ils sont tellement nombreux. Et ces êtres ne proviennent pas tous de notre planète. Ces esprits de la nature, il y en a qui viennent d'autres planètes. Il faut en être conscient. Alors notre réalité se divise en plusieurs plans qui sont des degrés de condensation et de vibration de l'énergie. C'est en fonction de cela que tu peux savoir dans quel plan tu te trouves, parce que nous avons plusieurs plans. Nous avons le plan spirituel, nous avons le plan mental qui est lié à notre pensée, nous avons le plan astral qui est lié à nos émotions, nous avons le plan éthérique qui est lié à l'énergie qui nous meut, et nous avons le plan physique qui est lié à la matière. Et le monde magique des esprits de la nature se situe dans le plan éthérique, c'est-à-dire dans le plan énergétique. Et il existe une grande variété d'êtres, dont les esprits de la nature, dans ce plan éthérique. Et ces êtres ont une existence dans une dimension qui côtoie notre dimension. Nous sommes dans la 3e dimension et ces êtres sont dans une autre dimension, c'est-à-dire dans la 5e dimension. Dans le plan éthérique, donc il faut faire la différence entre les plans et les dimensions. Le plan, c'est le niveau dans lequel il se trouve par rapport à l'être qui est, l'énergie qui dégage, et la dimension, ce sont les éléments qui le constituent. Ainsi, dans le plan éthérique, nous avons les végétaux, les animaux, les esprits de la nature, les êtres humains, les anges. Il existe un grand nombre d'esprits de la nature, et on peut les classer en 3 niveaux de manifestation. Nous avons les élémentaux, qui sont liés aux 4 éléments, que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Ces élémentaux apportent la joie, la bonne humeur, et ils ont pour tâche principale de vivifier la matière et de s'occuper de la nature. On verra en détail tout à l'heure ces types d'élémentaux. Ensuite, on a les élémentaux supérieurs qui sont un peu plus grands en taille que les élémentaux, qui ont une puissance énergétique plus élevée que les élémentaux. Ils régissent les élémentaux et organisent ces élémentaux-là et transmettent les informations qui viennent en provenance des mondes supérieurs. Ces élémentaux supérieurs possèdent des dons de guérison et ils ont aussi beaucoup d'autres attributs qui leur sont propres. Ils sont parfois gardiens de sites particuliers, souvent des sites sacrés. Et ensuite, nous avons les devas, un peu des dieux, qui organisent les élémentaux supérieurs. Les devas ont été associés à des dieux dans les religions polythéistes. On a par exemple Poséidon, qui est un deva de l'eau, un dieu de l'eau, et il existe réellement. Et c'est lui qui gouverne certains esprits de l'eau, tels que les sirènes, les nymphes et autres esprits supérieurs de l'eau. Quel est le rôle des esprits de la nature? Eh bien, les esprits de la nature font descendre à travers leur hiérarchie les informations angéliques qui permettent à la vie de se manifester avec harmonie sur la terre. Ils dirigent le processus de la vie, de tous les règnes, et ils permettent ainsi de vivifier, de spiritualiser la matière. Sans les esprits de la nature, le monde serait vide de sens et de magie. Malheureusement, avec la modernisation vraiment exacerbée de nos villes, les lignes électriques, les Wi-Fi, les routes goudronnées, les zones industrielles, les antennes de toutes sortes font disparaître malheureusement ces peuples invisibles qui maintiennent notre terre en harmonie. Oui, effectivement, ce sont les esprits de la nature qui maintiennent une harmonie et un équilibre entre les différents plans d'existence. Et leur départ d'un lieu, évidemment, crée un déséquilibre dans ce lieu, provoque une dégénérescence de la végétation et finalement de tout ce qui vit dans cet endroit où ils ont quitté les lieux.
C'est pourquoi nous devons commencer à prendre conscience de leur existence. Nous devons commencer à collaborer avec eux pour réparer notre monde, pour remplacer ce qui est détruit progressivement sur la terre en collaboration avec eux. Parce que c'est eux qui connaissent mieux que nous la végétation, la nature, tout ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir et ils le voient. Et ils peuvent nous aider en cela. Où vivent les esprits de la nature? Principalement, ils vivent dans la nature, dans les endroits où la pollution n'a pas encore sévi. Et contrairement aux idées reçues, nous pouvons aussi rencontrer des esprits de la nature dans les jardins publics, dans certaines plantes d'appartements. On peut aussi en trouver sur des pierres semi-précieuses ou sur des pierres qui ont une apparence spéciale. Les esprits de la nature, selon leur nature, aiment vivre dans les grottes ou les pierres, pour les élémentaux de la terre, dans les torrents, les rivières, les lacs, les océans, les cours d'eau, pour ceux qui sont les esprits de l'eau, dans le feu, dans les composts, pour ceux qui sont les esprits du feu, dans les courants de la terre, dans les tours, dans les nuages, dans les forêts, dans les vallées. En somme, on rencontre les esprits de la nature un peu partout où il y a la nature sauvage. Pour les rencontrer, il faut être très réceptif quand vous êtes dans une forêt, dans la nature, auprès d'un plan d'eau, etc. De quoi se nourrissent les esprits de la nature? Eh bien, ils se nourrissent de l'énergie, des aliments. C'est pour ça que nos ancêtres faisaient des offrandes. Dans certains temples, on fait des offrandes de nourriture pour les esprits. Ils ne vont pas manger la nourriture directement comme nous on la mange physiquement. Mais ils prennent l'énergie de la nourriture. Déposez une nourriture dans un temple ou quelque part, revenez 3 jours après, vous verrez que la nourriture devient fade, elle n'a plus de goût. C'est parce que l'énergie a été retirée suite à l'offrande que vous avez faite. Comme ça, ils se nourrissent d'énergie. Vous devez savoir aussi que les esprits de la nature peuvent vous faire des cadeaux éthériques. Et évidemment, c'est par le toucher éthérique que vous saurez quel cadeau vous a fait un type d'esprit de la nature avec qui vous êtes en contact. Voyons maintenant les esprits des éléments. Les esprits de la nature, c'est-à-dire les esprits des 4 éléments. Nous avons les esprits du feu. Ces esprits sont appelés les salamandres. Ce sont les esprits élémentaires du feu. Évidemment, quand on dit salamandre, il y a des gens qui vont voir le salamandre qui est collé à leur mur dans leur maison, dans certaines maisons africaines. C'est pas forcément ça. Ces esprits sont les plus subtils, les plus mystérieux et les plus dangereux parce que il est difficile pour l'homme de les appréhender. Et il existe 4 sortes de salamandres. On a les masculines et les féminines. Les masculines orange ou bleu, et les féminines qui sont noires ou jaunes. Les salamandres mesurent à peu près 60 cm de haut et ont un diamètre de 20 cm. Et leur valeur bioénergétique est d'environ 300% de vibration. Et les salamandres, les esprits du feu, activent les 6e et 7e chakras, c'est-à-dire le 3e œil et le chakra coronal. Ce sont les 2 chakras qu'activent les esprits du feu que sont les salamandres. On trouve les esprits du feu souvent sur les tas de compost, c'est-à-dire la matière en décomposition pour faire de l'engrais, parce qu'ils participent à la transmutation de la matière. On les trouve aussi sur des pierres volcaniques ou des pierres qui ont été passées au feu, ou directement on les trouve dans les flammes. Une fois j'ai allumé une bougie et par curiosité j'ai fait une photo à la bougie et justement j'ai vu l'esprit du feu dans la flamme de la bougie. J'étais épatée. Les salamandres, ces esprits du feu, incarnent vraiment le feu divin, le feu de l'illumination, le feu de l'éveil. Et les salamandres sont associés au feu de la Kundalini et au feu des alchimistes, le feu philosophal des alchimistes aussi. Ce sont des esprits qu'il faut aborder vraiment avec prudence pour ceux qui ont les sens éveillés, qui veulent faire l'expérience de rencontrer ces esprits, de les toucher. Il faut faire attention. Deuxième élément, l'eau. On a les esprits de l'eau, qui sont les ondines ou les ondins. Ce sont les élémentaux de l'eau. Les ondines mesurent entre 40 et 50 cm de haut et ont une largeur de 30 cm. Elles ont de petites ailes, comme la plupart des fées, auxquelles la tradition les assimile souvent. On les assimile aux fées, parce qu'elles ont des petites ailes, les ondines. Mais ce sont des esprits de l'eau.
Quant aux ondins, qui a dit le masculin, ils sont légèrement plus gros. On rencontre ces esprits ondines et ondins souvent au bord de l'eau, principalement dans les torrents, les rivières, les lacs, ainsi que dans les mers et les océans. Leur valeur énergétique est de l'ordre de 350% de vibration pour les ondines et de 500% pour les ondins. Et justement, comme tout esprit de l'eau, les ondines sont généralement liées à la passion, à l'amour, à la séduction. Et évidemment, elles agissent sur le chakra du cœur. Si vous êtes en face d'une ondine ou d'un ondin, le chakra de votre cœur va s'ouvrir, va se dilater. La tradition leur donne souvent une apparence féminine. Dans les esprits de l'eau aussi, il y a un autre esprit qu'on appelle les vouivres. Ce sont des esprits qui se présentent comme de grands serpents à l'allure très féminine. Et leur dimension peut être entre 4 et 8 mètres de long, pour un diamètre de 30 à 40 cm. Ces esprits appelés vouivres adorent partager le corps des humains. Et parfois, ils ne demandent pas la permission pour entrer dans le corps des humains. Mais lorsqu'elles entrent dans le corps humain, elles protègent ce corps-là. Elles le nettoient, elles le guérissent. Et les vouivres vivent dans la plupart des cours d'eau et des lacs. Elles activent principalement les chakras du bas et nous connectent à la terre. Les troisièmes esprits sont les esprits de la terre qui sont liés, ce sont les élémentaux de la terre. Ce sont principalement des esprits nains appelés soit lutins, farfadets, gnomes, korrigan selon les civilisations. On les rencontre dans les forêts, dans les grottes, sur des pierres, près des grands arbres, dans les lieux forts vibratoirement, tels que les cheminées cosmotelluriques, les vortex, les sites sacrés, etc. On trouve ces esprits de la terre là dans ces lieux-là. La tradition représente ces esprits-là comme de petits vieillards barbus et ridés, vêtus à la mode paysanne. En réalité, ils ne sont pas comme ça. C'est le coup encore des catholiques qui les ont représentés comme des petits démons et des diablotins. Parce qu'en fait, ce sont des esprits qui aiment bien jouer, qui aiment bien s'amuser. Leur dimension va de 40 cm de haut à 70 cm et la largeur de 20 cm à 50 cm de largeur. Donc on a les lutins, les gnomes. Et les gnomes, qui sont les esprits de la terre, activent les chakras du bas. Les gnomes ne sont pas toujours de bonne humeur et on le sent. Pour ceux qui ont le toucher éthérique et qui ont expérimenté, ils l'ont senti. Comme des picotements dans les mains. Le gnome est le principal élémental de la terre. Et il vit parfois dans les taupinières ou dans les troncs des arbres creux. Si vous parvenez à en faire un ami, il va vous faire découvrir des endroits magiques dans la forêt. Le lutin, qui est plus petit que le gnome, lui, il active le 3e chakra et il adore jouer. Ce sont les lutins qu'on trouve souvent dans les jardins, dans les maisons. Ce sont des petits esprits de la nature liés à la terre et ils adorent jouer. Et enfin, on trouve les trolls qui sont aussi des esprits liés à la terre, des esprits de la nature de la terre. Ils sont peu bavards et souvent on les représente comme des méchants dans les légendes. Ensuite, nous avons les esprits de l'air, les élémentaux de l'air. On les appelle les sylphes et les sylphides. Et ils s'apparentent à des anges de l'air par leur allure gracieuse et élancée. Ils se trouvent fréquemment dans les nuages, le brouillard, ou sur les lieux où il y a beaucoup de vent. On trouve des sylphes et des sylphides, qui sont les esprits de l'air. Selon Rudolf Steiner, les sylphes sont également liés aux abeilles. Les sylphes ont une forte puissance énergétique d'environ 1200% de vibration. Et il est très agréable de les avoir en soi. Ils mesurent à peu près 4 mètres de haut et 2 mètres de large pour les sylphes et 2,50 m de haut et 1 mètre de large pour les sylphides qui sont féminines. Les sylphes activent davantage les chakras supérieurs. Vous savez, le chakra coronal, 3e œil. Et ils ne sont pas faciles à trouver, mais une fois le lien créé, il devient aisé de les appeler. Leur énergie est très proche de l'énergie des anges. Ils vivent en groupe
et contribuent à purifier les cieux souillés par les égrégores humains ainsi que diverses pollutions vibratoires. Bien qu'ils soient considérés comme les élémentaux de l'air, leur taille et leur puissance les apparentent souvent aux élémentaux supérieurs. Rappelez-vous, on a vu les élémentaux supérieurs et les devas. On pourrait mettre les sylphes et les sylphides dans les élémentaux supérieurs de par la haute vibration qu'ils ont et de par leur grande taille, qui est de 2,50 m à 4 mètres de haut. Après les esprits des 4 éléments que sont les élémentaux, nous avons les élémentaux supérieurs, qui sont les elfes, les licornes, les dragons et les fées. Les elfes sont très proches des fées. Il en existe plusieurs sortes et ils vivent dans les forêts de buis, de sapins et autour des lieux magiques. Leur taille est légèrement supérieure à celle des humains. Leur énergie vibre entre 500 et 1500% de vibration. Il existe une hiérarchie dans leur monde. Ce sont de très bons archers, c'est-à-dire tirent à l'arc. Vous en avez vu dans des films de Tolkien. Ils ont même leur langue, les elfes. Langue qui s'apprend même aujourd'hui. Si vous voulez apprendre la langue des elfes, vous pouvez le faire. Ensuite, nous avons les licornes. La licorne, c'est l'expression même de la pureté. Elle a l'apparence d'un cheval blanc. Elle peut s'envoler ou elle peut courir sur la terre, comme un cheval le ferait. Mais quand elle est sur la terre, elle ne touche pas la terre. Elle flotte à 20 cm au-dessus du sol. La licorne est une déva de la terre qui vit plutôt dans les petites vallées magiques et reculées. La corne de la licorne l'aide à communiquer par télépathie. Ça c'est la corne qu'elle a sur le front, la licorne. La licorne a une forte vibration qui va de 2500 à 3000% de vibration. Nous avons ensuite les dragons, qui sont moins connus et plus mystérieux. Il en existe de nombreuses espèces aux couleurs différentes et leur puissance énergétique peut varier entre 600 et 4500% de vibration, selon leur taille, selon leur âge, pour ceux que Jan Lipnik a connus. On ne peut pas classer les dragons dans les esprits de la nature parce qu'ils vivent dans la 7e dimension, alors que les esprits de la nature vivent dans la 5e dimension. Il y a les dragons qui activent les chakras supérieurs et il y a des dragons qui activent les chakras inférieurs. Donc les dragons de feu et les dragons de la terre. Et les dragons de feu sont souvent au sommet des tours, surtout les tours où passent les ley lines. Ce sont des lignes énergétiques qui relient les sites sacrés entre eux. Et ces dragons-là se nourrissent directement de l'énergie qui émane de ces lignes énergétiques. Et quant aux dragons de la Terre, certains stationnent sur les courants telluriques, les courants qui circulent dans la Terre. C'est là qu'ils stationnent. Les dragons mesurent entre 3 et 4 mètres de haut et 6 et 7 mètres de long. Et les plus grands peuvent mesurer jusqu'à 12 à 14 mètres de long de la tête au bout de la queue. Donc il y a plusieurs types de dragons avec plusieurs couleurs et leurs attributs diffèrent selon leur couleur. Les dragons sont souvent les gardiens. Ils protègent les portes invisibles ou les lieux sacrés. Nous avons ensuite les fées. Les fées vivent dans les forêts, les cours d'eau, les lacs, les grottes. Elles sont nombreuses et variées. Elles ont pour rôle de gouverner les élémentaux des 4 éléments que nous avons vus précédemment, auxquels elles sont étroitement liées. Les fées les plus courantes demeurent dans les grands arbres. Elles mesurent 1,20 m et vibrent aux alentours de 400%. Les fées adorent se cacher dans les arbres et c'est pas facile de les voir car elles se dissimulent dans les arbres. La tradition représente souvent les fées comme des femmes d'une grande beauté. Mais sur le plan énergétique, on peut les ressentir comme des êtres qui sont entre l'oiseau et le papillon, avec une énergie subtile féminine. Les fées les plus nombreuses sont des toutes petites fées de la taille d'un oiseau-mouche. Et ces fées-là sont présentes surtout sur les fleurs. On les trouve beaucoup sur les fleurs.
Certaines personnes ont pu même photographier ces fées-là sur les fleurs. Il existe aussi de grandes fées d'environ 2,50 m qui vibrent à plus de 1000% de vibration. Et celles-là, elles sont plus rares et ont un grand pouvoir magique. Elles œuvrent pour l'harmonie et la guérison. Et parmi ces grandes fées, il y a les 12 grandes fées de la tradition qui sont liées aux 4 éléments. Parce que nous avons les fées de la terre, on a les fées de l'eau, les fées de l'air et les fées du feu. Elles ont toutes des noms. Par exemple, on a la fée Morgane qui est une fée du feu. On a la fée Estérella qui est une fée de l'eau. On a la fée Mélior qui est une fée de l'air. Et on a la fée Viviane qui est une fée de la terre. Donc, les 3 fées de la terre gouvernent les gnomes et les lutins. Elles amènent le bonheur et la prospérité. Les 3 fées de l'eau gouvernent les ondines et les ondins, et elles sont liées à l'amour. Les 3 fées de l'air dirigent les sylphes et les sylphides et sont liées à l'intelligence. Et les 3 fées du feu gouvernent les salamandres et sont liées au courage, à la force, à la volonté. Et toutes ces fées, ces 12 fées vraiment se déplacent à la vitesse de la pensée et elles ont de multiples émanations. Parmi les grandes fées, on a aussi les nymphes. Les nymphes sont, sans conteste, les plus charmeuses des fées de l'eau. Les nymphes sont donc les fées de l'eau et elles vibrent à 1200%. Elles symbolisent la gestation, la naissance et les forces de l'inconscient. La tradition nous les présente comme des jeunes femmes d'une grande beauté, parfois à la queue de poisson ou de serpent, un peu comme les sirènes. On les rencontre souvent auprès des chutes d'eau ou de petites cascades. Elles aiment se nourrir du chant de l'eau. Elles viennent facilement si vous les appelez. Et il est très agréable de les prendre sur soi. Si vous êtes près d'un plan d'eau, vous pouvez les appeler par télépathie. Elles ont un grand pouvoir thérapeutique au niveau des émotions. Et vous pourrez, grâce à elles, vivre des expériences et des soins très puissants. Mais n'oubliez pas après de les remercier au moment de repartir, de leur proposer de rejoindre leur cours d'eau. Sinon, elles vont rester avec vous, vous accompagner. Nous avons les faunes. Les faunes, ce sont les esprits des arbres. Chaque arbre a son faune, un esprit qui le garde. Les faunes, ce sont l'intelligence des arbres avec laquelle nous communiquons. Ils ne s'éloignent jamais trop de leur arbre. Ils peuvent, s'ils le désirent, en sortir pour faire un brin de causette avec vous. Les faunes ont une forme humaine à quelques différences près. C'est qu'ils ont des sabots à la place des pieds, 2 cornes ainsi qu'une queue. Les faunes activent le 2e et le 4e chakra. Ils ont une valeur énergétique qui va de 1200 à 3000% de vibration. Si vous devez couper un arbre, il faut avertir le faune qui garde cet arbre quelques jours à l'avant, afin qu'il puisse prendre ses dispositions, aller vers un autre arbre. L'idéal même est de planter un autre arbre non loin de l'arbre qu'on veut couper ou qu'on a coupé et inviter le faune à venir l'habiter. Il n'y a rien de plus déstabilisant, de plus déprimant pour un faune de voir son arbre coupé. C'est sa maison en fait, vous détruisez sa maison. C'est pour cela qu'il faut toujours demander la permission à un arbre, à une fleur avant de la couper. Parce qu'il y a toujours un élémental, il y a toujours un esprit de la nature qui veille sur cet arbre, sur cette fleur, sur cet arbuste, etc. Le faune, il peut vous transmettre des informations, entre autres, comment aider l'arbre, si l'arbre est malade, comment guérir l'arbre, comment soigner un arbre, comment soigner une plante. Surtout l'arbre pour les faunes. Donc pour les fleurs, les feuilles, les autres, ce sont les fées des fleurs qui peuvent vous inspirer. Et les faunes sont gouvernés par le dieu Pan. Pan qui est le roi de la forêt. Pan est un personnage de la mythologie grecque. Il est considéré comme un dieu. C'est le Déva des forêts. C'est un Déva qui a mauvaise réputation parce qu'il est accusé de poursuivre les nymphes. On a vu les nymphes qui sont les fées de l'eau.
Le christianisme s'est inspiré de l'apparence de ce Dieu très populaire et l'a diabolisé pour lutter contre le paganisme. Parce que Pan, il a la forme d'un grand faune et sa valeur énergétique est de 2000% à l'extérieur et 4000% à l'intérieur de soi. Le Dieu Pan ne vit pas dans un arbre en particulier, mais il est présent dans la plupart des forêts. Et il peut vous conseiller pour soigner un arbre ou une forêt. Il peut vous donner des enseignements sur la forêt, etc. C'est le gardien de la forêt, le gardien du temple sacré. Il est le gardien du temple de l'âme. Il est le gardien de la connaissance. Il est le gardien qui sillonne les temps et les âges sous différents aspects. Le Dieu Pan a vécu en Égypte. Il a vécu dans toutes les civilisations. Il a toujours vécu sur la terre. Il passe entre les couleurs du temps. Il défie le temps, puisque le temps n'existe pas. Le Dieu Pan, qui est le Dieu de la forêt, est le gardien de la connaissance sacrée, pour que celle-ci puisse être préservée à tout jamais. Dans les esprits supérieurs de la terre, il y a les géants et les géantes. Ils font 16 mètres de haut, pour celui que Jan Lipnik a vu dans sa vallée. Les géants sont souvent les gardiens des lieux sacrés, des vallées, des portes multidimensionnelles ou spatio-temporelles. Ils sont peu bavards, ils vivent dans la 7e dimension et ne fréquentent pas trop les esprits de la nature. Ils connaissent beaucoup de monde et peuvent, si vous le leur demandez, vous présenter de nouveaux amis invisibles ou vous donner des informations sur les pollutions qu'il faut neutraliser dans votre environnement, dans leur vallée. C'était là présenter le monde des esprits et précisément le monde des esprits de la nature. Je vous invite désormais, chers amis, à être conscients de ces esprits-là qui sont autour de nous, dans notre environnement éthérique. Et pour cela, nous devons développer nos sens de perception subtile pour pouvoir communiquer avec eux, pour pouvoir les voir, pour pouvoir demander leur aide et pour pouvoir aussi les aider à guérir la nature. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. À très bientôt pour la prochaine vidéo qui portera sur les perceptions extrasensorielles que nous avons. Restez bénis.